Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On va lancer nos premiers pods aujourd'hui. Alors on va faire, je pense, 2 vidéos sur le lancement de pod. Aujourd'hui, ça va être le mode débutant. Ça va permettre de découvrir des petites choses aussi au passage, commencer à poser quelques briques. Et puis dans la prochaine vidéo, on va passer en mode avancé qui sera finalement votre mode le plus régulier, je pense, avec Kubernetes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, pour soutenir la chaîne, mettez des likes également, commentez, faites un petit coucou, ça permet de soutenir chacune des vidéos. Donc c'est parti, aujourd'hui on va s'intéresser principalement à la ligne de commande kubectl run. Alors avant toute chose, il y a plein de manières de lancer des pods avec Kubernetes. On a vu même précédemment que finalement la manière de lancer des pods, alors même si on l'a pas fait réellement, ce sera pas forcément avec directement l'objet pod, mais ce sera plutôt avec des objets type deployment ou replica set, mais plutôt deployment, stateful set, daemon set. On reviendra sur ces notions-là plus tard. Mais il est important de commencer déjà par la brique, on va dire un peu originelle de Kubernetes. Alors, derrière, donc du coup, créer des pods from scratch, il y a plein de manières de le faire. Première manière de le faire, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est partir du kubectl run. Sinon, vous pouvez consulter la documentation, ça on le fera lors de la prochaine vidéo. Vous pouvez utiliser aussi l'option kubectl create en mode dry run, qui va permettre de créer un squelette finalement de pod. Et puis, il y a aussi kubectl explain, on y fera un petit tour également par la suite. Aujourd'hui, donc, focus sur kubectl run, de manière aussi à avoir une courte vidéo. Alors, kubectl run, comment ça fonctionne? Kubectl run, donc c'est la commande. Le nom du pod qu'on veut créer est --image. Ça prend plein d'options derrière potentiellement. Donc je vous invite à aller découvrir les options. Nous, on va utiliser juste, je vais vous montrer quelques briques, on va dire, qui permettent et qui peuvent être utiles. Donc si on veut lancer un pod, là à l'heure actuelle, on n'a pas de pod. Donc si je fais un kubectl, alors je vous parlerai des alias plus tard. Kubectl node, comme ceci, j'ai bien mon serveur qui tourne, mon cluster qui tourne sur ce serveur. Si je fais un kubectl get pod, je suis dans le namespace default, je n'ai pas de pod. Je peux me créer un namespace à moi si je le souhaite, donc je peux faire un kubectl create ns, donc pour namespace, on peut taper namespace aussi, et puis je peux l'appeler demo1 par exemple, et là j'ai créé mon namespace demo1. Alors si je veux vérifier ce que j'ai dedans, je peux faire un kubectl, comme on avait fait précédemment, l'idéal c'est de le placer assez tôt la spécification du namespace, donc --namespace ou --namespace tout court, get pod, et finalement je n'ai rien dedans. On va créer un pod, on va faire un kubectl run-n par exemple demo1 pour spécifier le namespace, et là comme je vous disais on va placer le nom du pod, par exemple nginx et --, l'image que l'on va utiliser. Alors l'image elle peut être plus ou moins détaillée, ça a évolué dans le temps. Au début de Docker je crois qu'il fallait quand même être relativement précis, notamment mentionner le tag latest, ou en tout cas il prenait le latest. Maintenant il faut, on peut carrément mettre simplement nginx comme ceci. Et là, du coup, il a créé un pod nginx dans notre namespace default. Donc, si je fais un kubectl par erreur get pod, comme ça, tout simple, j'ai rien dans mon namespace default, c'est normal, puisque je suis dans le namespace démo. On verra plus tard comment on fait pour switcher de namespace, etc. Donc là, vous voyez qu'il est passé d'un statut container creating. Donc, container creating, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il a téléchargé l'image et ensuite, il nous a rendu le status running. On peut d'ailleurs faire un kubectl describe, alors kubectl-n demo1 describe. Donc vous verrez le -n demo1, au bout d'un moment ça passera, puisqu'en fait il y a des méthodes pour pouvoir se bloquer, changer de contexte, être directement dans ce namespace demo1. Describe pod, et là on va spécifier le pod, même si on n'est pas obligé de le faire, comme on a un seul pod en plus il nous sortirait vraiment que la sortie qui correspond. Donc là on vérifie finalement, donc là ce sont les caractéristiques du pod que l'on a créé, son petit nom, le namespace où il est affecté, des services account, pour l'instant on n'en parle pas trop, le node sur lequel il est situé, et l'IP qui est attribué à ce pod. Si on avait fait un -o wide, on le trouverait également.
l'ID du container et le container runtime qui est utilisé, containerd, et l'image Docker qui a été utilisée. Donc on voit qu'on a été la chercher sur Docker.io, par défaut on va chercher sur cette registrie l'image Nginx, et derrière on va utiliser exactement donc le SHA-256 de l'image qui correspond. Donc c'est assez précis pour le coup. On voit quand est-ce qu'il a été démarré. On voit qu'il y a quand même un montage qui est réalisé, mais on en reparlera plus tard, d'un service account à l'intérieur de ce container. Et ensuite, on voit que il est ready et d'autres éléments à côté, bien sûr. Là, on voit, c'est ce fameux volume de service account et tout, on en reparlera un petit peu plus tard. Et surtout, là, ce qu'on veut regarder, c'est les événements. Comment ça s'est passé, cette création de containers. Donc, on voit qu'on part du plus ancien vers le plus récent. Donc, en fait, il est donc, il y a 60 secondes. Il a assigné, ce pod a été assigné à K0S1, donc le rappel du pod en question. Ensuite, ce qu'il a fait, aussitôt, c'est qu'il a essayé de télécharger cette fameuse image, donc pooling de l'image. Il a réussi, il nous dit, ok, ça s'est bien passé, j'ai réussi à la télécharger, ça a quand même pris 15 secondes. Donc, petites informations aussi sur la taille de l'image, vous voyez ici. Et ensuite, on a la création du container et le démarrage du container. Forcément, ça arrive dans la foulée puisque l'image a déjà été téléchargée. Donc là, finalement, on se retrouve avec notre pod, ça c'est cool. Comme je vous disais, on pouvait faire le O-Wide de manière à récupérer, donc à avoir les éléments un peu détaillés. On sait qu'il tourne à cet endroit-là avec cette IP6, c'est ce qu'on sait grosso modo en plus. Donc ça, c'est assez cool. Maintenant, il est possible également d'utiliser des options donc à cette ligne de commande. Par exemple, on peut aller surcharger la commande finale. Donc pour faire ça, on va passer -- commande et surcharger la commande. On peut, alors, on va le faire pour une première fois. On va aller supprimer un pod. On n'avait pas encore fait. On va faire delete pod nginx. Alors là, c'est facile parce que c'est un pod. Le pod, de toute façon, on y reviendra. Là, il a été supprimé. Mais si on faisait ça et qu'on avait un réplica set, donc vous savez la brique qui est au-dessus du pod en question, si on avait un réplica set, là il serait en charge de dire ok, le pod a été détruit, mais moi j'en veux toujours un, donc il le recréerait et on pourrait toujours supprimer le pod, mais qui serait recréé en permanence. Là, comme on a juste un pod qui n'est managé par aucune brique au-dessus, ni deployment, ni réplica set, surtout pas réplica set surtout, et du coup, là on arrive à le supprimer sans aucune difficulté. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire notre commande de run en précisant cette fameuse option -- commande, comme ceci. Alors, on n'est même pas obligé de la préciser en fait, hein. Mais là, on peut mettre un sleep de 10 secondes. Donc, on va attendre, on va faire une pause pendant 10 secondes. Donc là, on va faire un kubectl get pods. On regarde. Donc, il est running là tout de suite aussitôt parce qu'en fait, l'image a déjà été téléchargée. Comme on n'a qu'un seul serveur dans notre cluster, ce qui se passe, c'est que ce container est forcément au même endroit qu'il était précédemment finalement. Et là, si on regarde, qu'est-ce qui se passe? On est en mode où il a été restarté. Et il est en running. Alors, normalement, il aurait pu nous faire autre chose, il me semblait, mais c'est pas grave. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Première chose, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est... Donc, avant ce restart 1, on était comme ceci. Il a attendu 10 secondes et ensuite il est passé dans l'état completed. Pourquoi? Parce qu'en fait, le processus principal qui fait tourner à l'heure actuelle notre pod, ce n'est plus nginx, mais c'est la commande sleep 10 secondes. Donc quand il a eu terminé ces 10 secondes, il a fait ok, moi le processus j'ai terminé relativement proprement et du coup je m'arrête. Mais là, intervient un autre élément, c'est que là on a un état qui est quand même assez bizarre. Vous voyez que tout à l'heure on avait running mais avec un restart de 1 et crash loop back off. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces affaires là? En gros là on est en train d'utiliser un pod pas tout à fait dans la manière conventionnelle de l'utilisation d'un pod lui-même, en tout cas pas le pod nginx en question. Alors pourquoi? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en statut completed. Au bout d'un moment,
le cluster Kubernetes et le kubelet notamment se rendent compte que ce pod il devrait pas être en completed, mais il devrait être redémarré parce qu'on attend vraiment un statut running. Et du coup il passe en crash loop backoff, c'est-à-dire qu'il rentre dans une boucle de crash en fait, où il essaye de redémarrer le processus. Ce qui fait que de temps en temps, alors je ne sais pas si on va le revoir là, il va rentrer dans un statut, on va retrouver le statut running, etc., completed, et puis crash loop backoff, et puis etc., de cette manière-là. Alors je ne sais pas si on va le revoir, mais voilà. Alors pourquoi? Tout simplement, donc on va faire un kubectl get pod, cette fois-ci, nginx, et on va lui préciser -o YAML. Comme ça on va voir un peu, parce que là on a fait un kubectl run, mais on n'a pas vu en fait comment a été le manifeste qui a permis de créer ce pod. Alors vous voyez que le manifeste total à l'heure actuelle est quand même très complet. On passe pour l'instant les détails, mais il y a des éléments, comme je vous avais dit, des métadatas parmi les métadatas qui permettent de fournir des informations complémentaires sur le pod, la date de création, etc., etc. Mais parmi les éléments qu'on va retrouver dans les spécifications du pod ici, alors bien sûr on a les éléments de la commande qui permet de lancer le pod ici, l'image qui permet de lancer le pod, les policies de gestion d'image cette fois-ci, mais à côté on a d'autres policies, et notamment ici une restart policy always. Cette restart policy always, elle dit quoi? Elle dit en gros, bah, si le pod est completed en fait, là dans notre cas de figure, eh bien on va partir dans une boucle de redémarrage et on va faire un crash loop backoff, boucle de redémarrage, etc., ainsi de suite comme ça, et finalement on reste jamais dans le statut completed. Donc on pourrait se dire, bah moi j'ai envie de changer ce restart policy qui est juste ici. Ben pour ça on peut le faire en fait. Ce qu'il faut, c'est aller identifier finalement à quel endroit dans le YAML qui est ici on peut aller utiliser l'option de override pour aller surcharger au moment où on va faire notre kubectl run, surcharger un des éléments ici. On peut relativement le faire sur à peu près tous, c'est-à-dire que dans les spécifications dans le manifeste de pod, on va dans les spécifications, et dans les spécifications, on a le restart policy qu'on veut pas always, on va le mettre on failure uniquement. C'est-à-dire que si on est dans un vrai statut de failure, exit 1 par exemple, on va essayer de le redémarrer. Alors on va delete le pod du coup. Où est-ce qu'il est passé notre delete? C'est pas grave, on va faire une recherche de delete, voilà. On le delete, et on va reprendre notre... donc on va regarder nos lignes de commande que je vous mets à disposition également. On a une option de override ici, qu'on va se rajouter juste par rapport à celle qu'on avait juste au-dessus. Hop, comme ceci. Donc on avait notre commande comme là, et on va rajouter le override. Dans le override, on commence par une simple code parce qu'on va avoir besoin de définir des doubles codes puisqu'on est finalement dans une convention JSON dedans. Donc du coup, on dit qu'on veut modifier dans spec. Là, on rouvre une autre accolade parce qu'on est dans un niveau inférieur en indentation. Quand on est en YAML, on est dans le restart policy qui est dans spec. Donc restart policy. Et ensuite, on dit on failure. Donc là, si on précise ça de cette manière-là, ça devrait mieux se passer normalement. Donc on va faire un get pod tout simple, voilà. Donc là, on attend nos 10 secondes qui vont arriver très rapidement. Et là, il nous dit completed. Et là, vous voyez qu'on ne tombe pas dans les fameux crash loops où il essaye de le redémarrer de manière infinie. On est en completed et on reste en completed. Ça, c'est beaucoup mieux. On parlera plus tard des jobs qui sont finalement des objets qui vont permettre de manager ce type de pod où finalement on n'a pas besoin que ça tourne en permanence sous forme de démon pour les gens qui connaissent, donc en background, un process qui tourne finalement en background. Là on a des cas de figure où on a des pods qu'on veut qui ne tournent qu'une fois, puis quand ils ont fini, en mode batch, ils ont terminé et on ne veut pas les relancer tout de suite. Ce qu'on appelle finalement un job, et un job c'est quoi au niveau de Kubernetes? C'est quelque chose qui permet de manager des pods. C'est l'équivalent un peu du déploiement, mais qui manage des pods. Ok, donc là c'est cool. Maintenant ce qu'on va faire, alors on aurait pu faire aussi, donc on va delete, on aurait pu carrément aller un petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas besoin de spécifier commande en fait, on peut faire ça directement et ça revient à la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors là j'ai pas fait l'override, donc ça va partir en cacahuète, c'est pas très grave. Derrière, donc du coup, ce qui se passe, on va delete notre pod, on va lancer notre vrai Nginx,
Et kubectl run, grosso modo, comme je vous disais, on l'utilise quand même assez rarement de cette manière-là, parce que finalement, l'auto-guérison de Kubernetes, ou les spécificités qu'on va rechercher dans Kubernetes, le scaling, etc., bah là, on n'a rien pour pouvoir le manager, puisqu'en fait, vous voyez que le pod, si on le delete, il est delete, donc il n'y a personne pour venir le guérir, etc. Donc c'est pas comme ça qu'on va manager un pod de base. Par contre, là où ça peut être utile, le run, donc du coup, on va relancer un vrai Nginx cette fois-ci, comme ceci. Le run, là où il va être très pratique, ça va être pour débugger. Donc là, imaginons, j'ai un pod, comme ceci, -o wide, je connais son IP qui est là, et je me dis, tiens, le Nginx, il est running, mais est-ce que réellement il est running? Est-ce qu'il est capable, quelle page est-il capable de me rendre si je vais faire un curl dessus? Donc là, la première idée, ça serait de se dire, ok, je le fais en mode, hop, comme ceci, hop, qu'est-ce que j'ai bricolé? Voilà. Donc là, il répond pour différentes raisons, mais en fait, dans certains cas de figure, on a besoin d'être à côté du pod, c'est-à-dire d'être avec un autre pod à l'intérieur de notre cluster Kubernetes. Pour faire ça, on va utiliser kubectl run et on va lancer un autre pod juste à côté de notre cluster Kubernetes, de notre container Nginx. Donc on va se le lancer par exemple dans notre namespace demo1. Et on va faire un run, et là on va utiliser les bonnes vieilles options du Docker run-ti, si vous connaissez. Ça permet d'ouvrir un terminal en mode interactif. Donc TI, ça va être très pratique. On va passer ici par exemple debug, c'est le nom du container, --image. Puis là on va dire, bah nous on veut juste une Debian finalement. Et comme on est en mode interactif, bah ok, on va vouloir interagir, mais avec quel outil? Bah nous on va vouloir avoir un bash par exemple. Donc là il est parti pour télécharger l'image du bash en question. Je vais ouvrir à côté un autre terminal, hop, comme ceci rapidement. Voilà, je suis passé en dessous, ça sert à rien. Et là, on va faire un kubectl -n demo1 get pod. Et là, vous voyez que j'ai mon Nginx et juste à côté, j'ai mon container de debug. Donc là, mon container, donc ça reste un container, donc c'est vide au début au niveau des caches, par exemple apt. Donc là, on va mettre à jour le cache apt. On va installer, par exemple, si on est en mode, on veut débugger, vérifier si un pod fonctionne, etc. Et bien, on va installer, par exemple, ping. Donc pour ça, on va installer iputils ping, un truc du genre, voilà. Toc, très bien. On va installer par exemple curl, et il existe des images de debug qui existent pour Kubernetes notamment, mais pas que, avec plein d'outils à l'intérieur justement pour pouvoir débugger. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, finalement, je peux faire un ping sur... Donc on va repasser en mode O wide, et je sais que j'ai des IP pour chacun des pods. Bah, mon pod debug, il est potentiellement en mesure de pinguer le pod Nginx que j'ai à côté. Ok, très bien. Donc du coup, bah, je suis capable de faire un curl aussi, hein, donc j'invente rien, je suis capable de faire un curl dessus, et j'ai aussi mon Nginx qui répond. Attention, on aurait le réflexe de se dire, tiens, un peu comme les gens qui connaissent Docker Compose, bah, j'ai un truc qui s'appelle Nginx, bah, je vais aller pinguer un Nginx, bah ça répond pas, vous voyez, on résout rien du tout, et je peux aussi faire un curl de Nginx, ça ne répond toujours pas plus. Je pourrais me dire, ok, c'est dans le namespace demo 1, de cette manière-ci, ça répondra pas non plus. On verra plus tard pourquoi ça ne répond pas, quoi, en gros, mais parce qu'en fait, pour accéder à des pods, la manière de pouvoir y accéder par un DNS interne à Kubernetes, ça va être par des objets qui s'appellent des services, qui vont nous aider grandement à gérer ces choses-là et gérer notamment les problématiques liées au scaling pour pouvoir accéder à Kubernetes. Ces services, c'est ni plus ni moins qu'un load balancer de type de niveau 4, tout simplement, en mode TCP. Ça va être très très pratique pour le coup, pour gérer les pods qu'il y a derrière. Donc là, on peut faire un kubectl delete, donc on se met dans le namespace demo 1, on va dire delete pods, et je crois qu'on peut même passer rule, si je dis pas de bêtises, voilà. Et on va delete tous les pods qui ont été créés. Alors là, attention, si vous en avez plein d'autres, là, ça va partir en vrille. On verra aussi de pourquoi, vous voyez, là, il est en train de delete.
Alors si on regarde assez vite, voilà, toc, il en a un qui est en terminating. En fait, il y a une grace période au niveau de Kubernetes, le temps d'arrêter un pod si on n'a pas précisé finalement comment on va dire, l'exit, si on ne manage pas l'exit, le terminating, le seek term, quoi, en fait. Si on ne le manage pas, Kubernetes, il part sur le mode où on délète le pod. Du coup, il attend que ça se termine proprement. Il attend, il laisse un temps donné. Et puis, au bout d'un certain temps, il fait « Ok, bon, là, je te supprime complètement parce qu'en fait, j'ai l'impression que je peux attendre longtemps, mais tu n'as pas l'air de comprendre qu'un seek term, ça doit s'arrêter quand même assez rapidement. » Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, du coup, on va rentrer encore un peu plus dans les pods. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus et surtout à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.